Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, en août, que nous dit l'INSEE? L'économie française a tourné, a fonctionné à 95% de son niveau d'avant-crise. On se dit, ma foi, c'est pas si mal. On revient de loin, on était en dessous de 70% au mois d'avril. Donc on se dit que c'est pas si mal ou c'est pas suffisant? Non, mais je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on a eu un rebond, mais on n'a pas de relance, on n'a pas de vraie reprise. Donc le rebond est là. Parce qu'on est parti de tellement, enfin on a chuté tellement fort qu'il fallait bien que ça rebondisse, quoi. Exactement, mais on n'a pas de vraie reprise parce qu'on n'a pas j'allais dire de coordination, de synergie entre les différents secteurs. Il manque l'élan, il manque la dynamique. Donc le rebond là, quand on regarde finalement les trois moteurs de l'activité, côté consommation, on a une énorme épargne, 85 milliards d'euros, et pour l'instant, les Français ont peur et n'ont pas envie de dépenser ces 85 milliards d'euros. Ils ont peur de l'épidémie, ils ont peur du chômage. Et en tout cas, on n'a pas réussi à désarmer cette peur. Côté entreprise, la peur, c'est effectivement face à l'incertitude. L'investissement productif s'est effondré. Et il y a une troisième donnée qui est très importante et qui ne repart pas, contrairement à l'Allemagne, qui est le commerce extérieur. C'est-à-dire que la demande pour les produits français, aujourd'hui, est à l'arrêt, parce qu'il y a une vraie, pour nos acheteurs étrangers, il y a une vraie inquiétude sur la capacité des entreprises françaises à fournir. Justifié ou pas d'ailleurs? En partie justifié, parce que finalement ce qui a été raté, c'est trois choses. Premièrement, on n'a pas mis de vraie flexibilité sur le travail, ce qui aurait permis d'accélérer le rattrapage de la production. On n'a pas de mesures générales d'aide à l'investissement. Et on n'a pas de vraies mesures d'aide aux fonds propres, alors qu'il y a une très grande fragilité financière voilà. Et puis derrière, il y a l'aspect structurel qui a été rappelé, c'est que, par ailleurs, c'est le côté extrêmement négatif de cette crise pour notre pays, c'est-à-dire que sont ciblés ceux qui étaient nos secteurs d'excellence, notamment l'aéronautique, le tourisme, hôtellerie, restauration et en partie les transports, le luxe, tient à peu près parce que la Chine est repartie. Et nos points forts, mais qui étaient déjà en difficulté, par exemple l'automobile, souffrent également beaucoup. Donc la vraie question qui se pose, et qui est une question vraiment fondamentale et assez inquiétante, c'est que quand on regarde la trajectoire de l'économie française, bon, elle était quatrième économie mondiale en 1900, quatrième économie mondiale en 2000, et elle a beaucoup décroché après. Le décrochage, premier décrochage notamment face à l'Allemagne, ce sont les lois des 35 heures face à l'agenda 2010 de Schröder. Et là, il y a eu un vrai décrochage. La question vraiment importante aujourd'hui, c'est est-ce que cette épidémie va marquer le deuxième grand moment de décrochage de l'économie française, où elle va devenir un des pays d'Europe du Sud ou méditerranéens complètement décroché des performances des pays de l'Europe du Nord. Et c'est ce qui se joue en ce moment. Ouais. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous nous dites là, Nicolas Bavrez, mais juste, donc, pour continuer, après on parlera effectivement des grands bouleversements et de l'accélération des mutations en cours, mais en gros, on a fait la partie la plus facile du rattrapage, du rebond, et le plus dur commence maintenant. Exactement. On a eu la partie purement mécanique, c'est-à-dire que quand on laisse les gens sortir de chez eux alors qu'ils ont été bouclés pendant 2 mois, évidemment, il y a un effet de rattrapage. Ouais. Et derrière, si vous voulez, on a parlé des manques de la politique économique, mais je pense que en amont, il y a les ratages de la politique sanitaire. C'est-à-dire que la stratégie qu'on sait être la bonne, qui est donc de pouvoir tester, ensuite de cibler, tracer, ensuite d'isoler et puis de soigner. Sur le côté soins, on a en partie comblé notre retard. Les 3 autres ne marchent pas. Et le symbole, si vous voulez, c'est cette application Stop Covid, qui est un énorme fiasco et encore une folie française, où on a essayé de faire une application contre les constructeurs de téléphones qui sont ceux... et il se trouve que ça passe par les téléphones. Donc c'est une absurdité française et ça, on le paye très cher. De même, il n'y a pas d'isolement sérieux. Et sur les tests, on sait qu'il y a une capacité de test encore insuffisante. Et sur le port du masque, pour le coup, en entreprise ou dans la rue,
Ce sont des mesures trop anxiogènes ou il faut en passer par là pour éviter un réengorgement des hôpitaux? C'est exactement comme le confinement généralisé, c'est le penalty de compensation pour rater ce qu'on vient de dire. Donc effectivement, le masque est terriblement anxiogène, il complique beaucoup l'activité, il est coûteux aussi en termes de productivité du travail. Et de fait, il est la conséquence du fait qu'on a eu ce grand relâchement, et puis on a relâchement cet été? Oui, bien sûr. Qui était la contrepartie assez logique du confinement, et que surtout, on est en retard sur tester, tracer et isoler. Ça ne marche toujours pas, ce qui est quand même incroyable, puisque... Donc pour vous, généraliser le masque en entreprise, c'est une absurdité? C'est un truc que vous avez écrit, je vous lis. Je n'ai pas dit que c'était une absurdité, mais c'est certainement pas une mesure qui sert la relance. Et par ailleurs, je ne pense pas que ce soit nécessaire sur une partie des emplois. Là encore, on a fait une mesure générale, autoritaire, centralisée. C'est le même problème que pour le confinement. C'est le retour de manivelle du début de crise aussi, du début de crise sanitaire, où finalement il y avait des problèmes sur les masques, on en a manqué, il ne fallait pas les porter. C'est l'éternel problème de ce que j'appelle le penalty de compensation. On paye toujours aujourd'hui le ratage complet de gestion de l'épidémie au départ. En quoi cette gestion est confuse de la part du gouvernement, justement, dans sa gestion à la fois sanitaire et économique? Qu'est-ce qu'il y a de confus? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien au final? Si vous voulez, ce qui est confus, c'est aussi les consignes. Si vous vous rappelez qu'on parle de l'école ou de l'entreprise, on a dit que c'était général, mais qu'il n'y aurait pas d'exception ou de dérogation, mais qu'il y aurait des adaptations. Personne n'y comprend rien. De même, alors le Conseil d'État vient d'ailleurs de rendre une décision assez intelligente, mais quand on a commencé à faire des mesures où on ramenait le port du masque dans les espaces publics avec un trottoir qui était port du masque, l'autre trottoir d'en face qui n'était pas port du masque, ça n'avait ni queue ni tête. Donc il faut des mesures qui soient quand même à la fois adaptées, mais compréhensibles par la population et opérationnelles. Oui, mais lesquelles en l'occurrence? Parce que derrière, il y a cette question de la confiance. C'est ça, en fait, qui manque. Oui. On aura beau faire un plan de relance, et on sait qu'il y a ces 100 milliards d'euros, 85 milliards d'euros d'épargnés par les Français. Tant qu'on a nos masques, tant qu'on a peur du Covid, voilà, il y a peu de chances que la confiance, que les boîtes investissent, que les gens consomment. On est bien et notamment avec les cas contacts, pardon, mais on va tous potentiellement vite rester chez nous, hein, avec la quatorzaine qui pourrait être réduite pour le coup. C'est bien pour ça que, si vous voulez, c'est pas tellement des mesures, c'est une stratégie globale qui reste aujourd'hui, qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a des lacunes sur les tests, on a des lacunes sur le traçage. Alors là, énorme, ça n'existe, ce que vous venez de dire sur les cas contacts, c'est quelque chose là il y a un gros flou et c'est pas très opérationnel. Et puis l'isolement, aujourd'hui, en réalité, ça n'existe pas. Puisque si vous êtes testé positif à l'aéroport, on vous demande simplement l'endroit où vous allez aller, il n'y a aucun contrôle. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ce que nous dit l'INSEE, vous en conviendrez, donc le redémarrage de l'activité en France sera pour les prochains mois plus lent que prévu. C'est ce que nous a dit l'INSEE, on l'a commenté juste avec Philippe Wechter. On se dit que c'est essentiellement la faute à l'incertitude, encore une fois, sanitaire de cette rentrée, ou pas seulement, la faute aussi à la confiance que n'a pas su insuffler le gouvernement? Je pense qu'il y a les deux manques. Effectivement, il y a sûrement une stratégie sanitaire qui n'a pas été adaptée. Et puis, il y a une politique économique qui a insuffisamment pointé malgré les milliards, le gouvernement nous a dit 400 milliards de prêts garantis, de soutien aux entreprises. C'est très intéressant. Le plan de relance de 100 milliards, on en parlera juste après. Mais ça montre une chose très claire, c'est qu'il ne suffit pas de dépenser de l'argent public pour relancer. Il faut avoir une stratégie. Et il faut que ce soit cohérent. Et on a sous-estimé, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois, la très grande fragilisation du tissu économique français et des entreprises. Regardons, par exemple, la faiblesse des mesures sur les fonds propres, c'est quelque chose... 3 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour renforcer les fonds propres. Le compte n'y est pas. En Allemagne, c'est 10 fois plus. Et alors que les entreprises allemandes sont dans une bien meilleure santé financière. Parce que, si vous voulez, les prêts garantis, c'est bien gentil, mais ça reste des prêts. Donc, quand on a des entreprises qui ont une structure financière... Ils seront reportés à des taux entre 1 et 2,5%. Reportés. Voilà, mais dans les comptes, ça reste des prêts. Et donc, ça reste des dettes. Ce qui permet justement de faire face à l'incertitude pour une entreprise, ce sont les fonds propres. Ce n'est pas les prêts.
Bon, sachant que l'INSEE interrogeait les chefs d'entreprise, un tiers disent ne pas pouvoir dater le retour à la normale de l'activité. Un tiers, on se dit, bon, je ne sais pas trop qu'on peut se dire si c'est beaucoup, pas beaucoup, mais c'est surtout 10 points de plus qu'au mois de juin. Oui, mais Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit 10 points de plus que ils ont raison, quelques parce mois avant. ils ont vu le rebond, mais ils voient Ça en bien. dit long sur le brouillard Ils dans voient lequel bien qu'il les chefs d'entreprise naviguent. Il n'y a pas de vraie reprise. Et puis, effectivement, ils naviguent dans un climat de très grande incertitude sur le sanitaire, sur l'économie et sur la demande. Et là encore, le vrai enjeu, le gouvernement nous explique que l'objectif, c'est d'avoir retrouvé le niveau de production de fin 2019 à 2021, mais il n'y a aucune chance. En 2022. Oui, mais ça ne sera pas en 2022 davantage. C'est 2023 parti comme c'est dans la meilleure des hypothèses. Et si ça continue à ne pas marcher, ça sera 2025. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire des pertes de pouvoir d'achat qui ne pourront pas être éternellement compensées par de l'argent public. Et donc, un degré de tension économique et sociale qu'on sous-estime beaucoup. Oui, pour arriver à avoir effacé la crise en 2022, le gouvernement dit voilà, on met 100 milliards d'euros sur la table, c'est sur 2 ans. Bon, après, on peut dire qu'en 2021, uniquement 30 milliards seront engagés. Oui, mais les entreprises, ce que je disais, elles n'ont pas besoin. Mais beaucoup d'experts disent que 100 milliards, c'est bien calibré, qu'il y a un peu de mesures pour la consommation, soutien aux entreprises, baisse des impôts de production que vous pouvez évidemment applaudir, j'imagine, oui. Investir sur la formation, accélérer sur la transition écologique. Mais pour vous, c'est mal ciblé. Non, mais d'abord, vous avez tout à fait raison de dire que la taille est significative avec la réduction du PIB. Enfin, c'est même 5 points de PIB après, parce que le PIB, il est quand même passé de 2250 à 2000 milliards d'euros. Donc, on va être à 5 points de PIB avec l'effet de mécanique. C'est du jamais vu. Enfin, jamais on a mis autant d'argent sur la table. Non, mais on met beaucoup d'argent, mais ce que j'indique, c'est que cet argent, avec les 40 milliards de l'Europe qui vont arriver en fin 21, 22, 23. 40 milliards pour les PME. Il y en aura 40 milliards pour les PME. Là, oui, mais est-ce qu'elles seront encore là Est-ce qu'elles seront encore là pour les toucher, si vous voulez? C'est ça la vraie question. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit, on a sous-estimé le fait, la fragilité du tissu. Et le fait que, vous savez, c'est la fameuse phrase de Keynes, à la fin d'une conférence, un des participants lui avait demandé, mais comment on fait pour sortir du trou? Et Keynes lui avait dit, la première chose à faire, c'est d'arrêter de le creuser. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait d'avoir un plan qui fait du structurel, c'est très bien, mais il faut que nos entreprises arrivent en état de profiter de ces mesures structurelles. Qu'est-ce qu'il fallait faire, encore une fois? C'est bien critiqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce plan de relance? C'est ce que je vous dis. C'était pas seulement le plan de relance, mais c'est l'environnement. Donc, mais sur le plan de relance, la flexibilité du travail, on n'a quand même pas donné de vraie flexibilité. Une mesure sur une vraie mesure de subvention à l'investissement pour toutes les entreprises, tout secteur, et une mesure de fonds propres. Mais c'est plutôt, vous voyez, en complément. Il ne s'agit pas de dire que tout ce qui est fait est mauvais, ce n'est pas du tout le but, mais ça, ce serait positif. Et vous voyez, par rapport à l'Allemagne, ce qui est intéressant aussi, c'est le séquençage. Les Allemands, qu'ont-ils fait? Au printemps, sur les mesures de soutien, ils ont mis vraiment le paquet sur bazooka, 100 milliards, 130, je ne sais plus, 100 milliards. Le bazooka, c'est 1300 milliards. Pour les Allemands on parle des Allemands, là. Oui, sur l'ensemble des mesures. Sur l'ensemble des mesures, voilà. Oui. Donc, le plan de relance lui-même, il est 130 milliards maintenant. Mais le bazooka, c'était le... Ouais. Mais donc, et là-dessus, il y a eu grosso modo 900 milliards pour les entreprises. Donc, c'est énorme. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la baisse de TVA, ils soutiennent la consommation, mais ils ont d'abord sauvé les entreprises, qui étaient par ailleurs en meilleure santé. Ils ont fait ni l'un ni l'autre, au final. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le paquet du printemps. Chômage partiel. Mais exactement. Donc, c'est plutôt sur les ménages. On a garanti les revenus à 90% et même un peu plus avec l'effet fiscal, alors que les Allemands, c'était plutôt 60-65%. Et maintenant, on s'occupe des entreprises. Et vous voyez que c'est très intéressant sur l'effet de... Et je pense, malheureusement, que les Allemands ont mieux séquencé que nous. Ouais. Parce que
Le Covid, et vous l'avez écrit, je vous le lis, je crois que c'est dans Le Point, est un accélérateur des transformations du XXIe siècle, vous dites, susceptible de faire décrocher les nations ou au contraire de renforcer d'autres. Pour vous, la France, malheureusement, sera dans le camp des perdants, comme d'ailleurs les Américains. C'est ce que je disais, cette épidémie. Les épidémies, c'est comme les guerres ou les grandes crises économiques, c'est-à-dire que c'est des espèces de centrifugeuses. Ceux qui vont bien et qui mènent de bonnes politiques accélèrent beaucoup, et puis ceux qui étaient fragiles et qui mènent de mauvaises politiques sont décrochés. Et le risque pour la France, c'est ce que je disais au départ, c'est effectivement le décrochage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grande transformation qui nous... Il y a, j'allais dire, ce qui est accéléré et ce qui est très différent. Ce qui est accéléré, c'est la restructuration de la mondialisation en blocs régionaux, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, qui par ailleurs va peser également très fortement sur le climat général et sur le commerce, et l'accélération spectaculaire du numérique, évidemment, que ce soit les entreprises, le GAFA, l'équivalent chinois, et les pratiques numériques à travers le télétravail, la consommation, la télémédecine. Qu'est-ce qui va changer en revanche, ou qui est un vrai changement? C'est la préoccupation énorme pour la sécurité, sous toutes ses formes, la sécurité sanitaire, la sécurité face à la montée de la violence et de l'insécurité économique aussi et sociale générale. Donc le côté résilience qui va amener à repenser aussi les chaînes logistiques et les chaînes de valeur. Ce qui va changer aussi, c'est tout ce qui concerne sans doute les villes, les métropoles. Alors il faut être prudent parce que mégalo-métropoles. Alors non, sur le long terme, évidemment non, parce que si on reprend les grandes épidémies, par exemple la peste noire de 1348, les villes ont été très frappées, elles se sont vidées. Par exemple au Royaume-Uni, on a même eu des bourgades, il y a eu 1000 bourgades qui ont été désertifiées, qui ont été rayées de la carte, mais à long terme, les villes ensuite ont fait des incitations pour ramener des gens, ça a accéléré le progrès technique et les villes sont sorties renforcées à partir du 15e, 16e siècle. Mais il y a quand même eu un siècle très compliqué. Donc je pense qu'à long terme, la dynamique de ces très grandes métropoles qui structurent la mondialisation, elle va évidemment se poursuivre avec l'effet de concentration des richesses et des talents. Mais à court terme, je pense qu'on a des vrais changements. On voit qu'une partie des gens maintenant veulent vraiment partir des centres des très grandes villes. Ils veulent une maison, le confinement a quand même marqué au fer rouge les ménages. On s'aperçoit qu'ils veulent des voitures, les transports en commun vont aussi avoir des vraies difficultés. Et là, pas seulement en France, on parle du panorama mondial. Et puis le travail est quand même fondamentalement modifié. Quand on regarde aujourd'hui, à distance, plus de voitures. Oui, alors on a des entreprises comme Twitter qui proposent maintenant, ce qui paraît d'ailleurs complètement déraisonnable, le télétravail à vie pour certaines fonctions, évidemment pas pour tout le monde. Mais on voit que, vous voyez par exemple, dans le cabinet d'avocats dans lequel je travaille, les avocats américains à New York et à Los Angeles, ils ne sont toujours pas retournés au bureau depuis le mois de mars. Donc les changements que ça suppose sont fondamentaux. Et donc l'organisation du travail, je ne pense pas du tout qu'on va avoir le télétravail généralisé, y compris dans les services, mais on va avoir des formes beaucoup plus hybrides avec, entre le bureau et le domicile, ça va devoir, là encore, les frontières vont se brouiller, on a vu que ce n'était pas facile du tout, ça ne va pas être facile pour les salariés ou les gens qui travaillent, mais ça ne va pas être facile pour les entreprises non plus, parce qu'elles vont devoir intervenir dans la vie personnelle de leurs salariés. C'est-à-dire intervenir? D'abord, par exemple, on le voit pour l'équipement de la maison, en ordinateur, en moyens de connexion, et puis elles vont devoir intervenir aussi d'une manière de management, parce qu'une entreprise n'est pas un système fermé. Donc comment est-ce qu'on intègre les nouveaux arrivants? Comment est-ce qu'on manage des équipes avec des gens qui sont à moitié au bureau, à moitié... les défis sont là, avec des économies sur les mètres carrés de bureau, en passant aussi. Alors, avec peut-être des économies, ou en tout cas des nouvelles formes de bureaux qui devront être beaucoup plus souples, adaptables, et j'en reviens à ça, qui devront intégrer beaucoup plus une dimension de sécurité et de sécurité sanitaire. Donc ça,
on peut avoir un effet de court terme, par exemple, sur des centres-villes qui vont plutôt se vider, ce qui d'ailleurs va être un problème que les élus, je pense, sous-estiment aujourd'hui. Un problème éventuellement pour l'immobilier de bureau, comme on a un problème d'ailleurs pour les commerces de centre-ville. À long terme, je pense que les choses sont différentes. Mais ces effets vont jouer à court terme. Et surtout, vous voyez, ce qui est très impressionnant, parce que par rapport à un krach boursier, ce qu'il faut bien mesurer, et ce qu'on a, je pense, sous-estimé, c'est qu'une pandémie comme celle que nous traversons, elle a des effets qui sont beaucoup plus durables. Pourquoi? Parce qu'elle touche tout le monde, tous les secteurs, tous les pays. Évidemment, de manière, pas tout le monde de la même manière, mais tout le monde est touché. Et surtout, c'est beaucoup plus long, puisque, bon, on aura, il faut l'espérer, un vaccin entre le printemps et le début de l'été 2021. Même avec le vaccin, les mesures sanitaires resteront sûrement en partie. Et vous voyez que les mentalités sont très fortement affectées. Les Français, comme comme les Indiens, comme les Sud-Africains, les gens ne sont pas pareils après 2 mois de confinement. Et il n'y aura pas de... Si vous voulez, il y a toujours l'illusion qu'on va revenir à la normale et que la normale, c'était avant. Alors d'abord, la normale, elle n'était pas... elle comportait beaucoup de problèmes et dysfonctionnements, mais surtout, il n'y a aucune chance. Tout ne sera pas changé, mais les choses ne seront pas comme avant. Ouais, on finit là-dessus, et encore que si on tire un peu la pelote, notamment s'agissant de la France, qui fait partie pour vous des nations qui devraient, toutes choses égales par ailleurs, faire partie des nations perdantes. C'est un petit peu sombre parce que je vous ai lu là aussi, vous dites on va tout droit vers la désintégration de la nation, de la société, de la nation, ce qui ouvrirait possiblement un boulevard aux populistes. Si vous voulez, c'est le problème de cette épidémie, mais là encore, c'est plutôt la poursuite de ce qu'on avait déjà connu. On sait que la France est une espèce d'archipel, que la nation est aujourd'hui extrêmement éclatée en termes de classe sociale, en termes de communauté, en termes de génération, en termes de polarisation des espaces. Et cette épidémie, pour ça, elle est terrible, parce que le masque, mais aussi le confinement, mais aussi tous les espaces publics qui sont contraints ou les services qui sont fermés, c'est une formidable mécanique de repli de chacun sur soi. Donc c'est là où il y a un risque, mais c'est là aussi où il y a une formidable chance. Et je m'inscrirais peut-être différemment de ce qui a été dit auparavant par Philippe Wechter, c'est que moi je pense que c'est un temps de reconstruction. Et donc la seule manière d'en sortir, c'est on est retour en 1945. On a un pays qui aujourd'hui a un système productif qui est laminé, en partie décroché. En 1945, il y avait une économie à reconstruire, oui, qui a été détruite. Mais la nôtre, elle est à reconstruire aujourd'hui, il faut être clair. Elle est à reconstruire. Quand vous regardez le retard technologique qu'on a pris, quand vous regardez les problèmes en termes de mobilisation des talents et des compétences, quand vous regardez l'héritage de maintenant 4 décennies de chômage structurel, l'économie française, elle est à reconstruire. C'est pas seulement une relance. Et c'est là où il faut travailler sur un pacte économique et social. Il faut travailler également sur la manière dont on ressoude la nation et dont on repositionne notre pays en Europe et dans ce système de mondialisation qui se restructure. Les Américains sont là-dessus ou sont perdants aussi, pour vous, potentiellement? Les Américains, pour l'instant, sont en très très grande difficulté. Pas l'attaque américaine. Pour des raisons qui sont claires, ils n'ont pas du tout réglé leurs problèmes économiques. Il suffit de voir le déficit commercial avec la Chine. Il y a maintenant, Donald Trump a installé dans ce pays une guerre civile froide, une nation extrêmement divisée. Sur le plan technologique, il y a à la fois beaucoup d'avance, mais toute une partie de la population qui est complètement déclassée et qui ne comprend rien aux nouvelles technologies. Et puis, l'Amérique a perdu tout son soft power. Donald Trump a systématiquement démantelé, cassé les traités, les alliances, tout ce qui faisait la puissance des États-Unis. Et une des choses à prendre en compte, c'est que de toute manière, maintenant, les problèmes internes aux États-Unis sont tels que ce soit Biden ou Trump, qui est loin d'avoir perdu, soit dit en passant, de toute manière, les États-Unis seront terriblement concentrés sur leurs propres problèmes dans les années qui viennent. Donc ça veut dire qu'il est grand temps que les Européens se prennent en main. Ils ont commencé à le faire
sur le plan de l'économie, Oui. il faut qu'il le fasse sur le plan de Politique. la stratégie, Ouais. de la sécurité. Et donc, maintenant qu'on a une Europe monétaire qui s'est quand même relativement Oui. structurée, une Europe économique qui est en train de naître, il nous manque l'Europe politique. Et voilà. c'est ça le grand dossier des années 2020 pour l'Europe. Et la France a là-dedans une vraie carte à jouer. Bon, voilà. Mais à condition qu'elle règle ses problèmes. C'est toujours la même chose. Si on n'est pas capable de régler nos problèmes, on n'est pas crédible, difficile même derrière. quand on porte des bonnes idées, ce qu'on fait sur le plan de la défense et de la sécurité, mais on n'est pas crédible. Voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Invité donc Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye. Merci. À bientôt.